Bonjour à tous, je voulais commencer mon voyage ici, sur la dune du Pilat, la plus grande dune d'Europe, pour vous offrir un panorama exceptionnel, à couper le souffle, sur l'un des plus beaux sites de France, le bassin d'Arcachon. Cette mer intérieure, bordée par le Cap Ferret, Arcachon, le Pilat est un véritable havre de paix qui séduit instantanément le voyageur de passage. Mais en dehors de la saison estivale, ce sont les habitants du bassin, les ostréiculteurs, les pêcheurs, les marins, les artisans qui font battre le cœur de cette région hors du commun. Je vous emmène donc avec moi pour aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont un point commun, le désir et l'amour de préserver coûte que coûte ce petit bout de terre aux allures de bout du monde. Vous êtes donc tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles sur le bassin d'Arcachon. C'est parti! Vivre au rythme des marées. J'ai maigre, dorade, un peu d'anguille, un peu de sole. Travailler dur. Là, on passe aux choses sérieuses. Et savourer les bons moments. Être généreux, c'est ça la cuisine. Il faut absolument que le plaisir reste. Je pense qu'on serait complètement maso si on n'aimait pas ça. Le bassin d'Arcachon dicte sa loi. Mais si le vent se lève, il a l'air d'arriver, vous allez voir tout à l'heure que c'est un bateau qui aboie du bois. Et donne des idées. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu venais prendre des pots chez les poissonniers. En fait, avec ces pots, je vais faire du cuir. Ça, c'est du cuir de poisson. Des échappées belles vraiment tout terrain. Là, on va faire un parcours de 6 km. Il est beau, hein, ce fort. Ah oui, avec toutes ces petites cabanes colorées, c'est charmant. C'est le plus grand site de blocos immergé actuellement identifié en Europe. Voilà qui devrait plaire à notre voyageur. L'essentiel, c'est que tu gagnes. Et on va voir combien je mise sur toi. Hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Rendez-vous sur la piste bleue. Il y a de belles descentes sur le bassin d'Arcachon. En attendant, c'est à Arcachon qu'un bateau-taxi attend Raphaël. Salut Neko. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Très très bon voyage. Mais il fait une chaleur de dingue ici. J'ai rendez-vous à la villa Etchiona. Tu vois où c'est ou pas? Oui, absolument, absolument. C'est juste à côté du port de Piraillan, un petit port de pêcheurs. Ouais. C'est entre Piraillan et Grand Piquet, donc ça tombe bien, on va pouvoir faire le tour du bassin pour t'y amener. Je t'en prie, vas-y, embarque, fais attention à la tête. Ouais. N'hésite pas, fais comme chez toi. Merci, je pose mon sac ici? Oui, absolument. Ouais. Donc là, je rentre dans les parcs à huîtres. Ouais. C'est là où on voit tous les petits bâtons. Voilà, ça délimite les concessions des ostréiculteurs. Donc à droite et à gauche, enfin bâbord, tribord, c'est que des parcs à huîtres. C'est que des parcs à huîtres. C'est vraiment gigantesque. Ça fait 25 hectares à marée basse. Ouais. Alors ça, c'est vraiment des symboles du bassin d'Arcachon, les cabanes Tchanké. Absolument. Elles servaient à quoi ces cabanes? Alors elles ont été construites du temps de Napoléon III pour surveiller les parcs à huîtres de l'empereur. Et c'est pour ça qu'elles sont au plus proches finalement des parcs et non pas comme les autres cabanes sur l'île. Et c'est pour ça qu'elles sont en hauteur. Absolument. Cabane chanquée vient du patois. En fait, c'est tout simplement pour dire échasse. C'est les cabanes sur échasse. D'accord. Et Eneko, c'est un surnom? C'est un prénom local? C'est un nom basque. C'est basque? C'est un nom basque. D'accord. Moi d'ailleurs, je suis originaire de là-bas. Ouais. Je suis pas d'ici. Et j'ai atterri ici, toujours pareil, hein, pour une histoire d'amour. Ah. Et une histoire d'amour avec le bateau, une histoire d'amour avec une fille, une histoire d'amour avec la région. Donc là, on va croiser une très belle pinasse, qui est le bateau typique du coin. Ouais.
Ici, on arrive au petit village de Piraillan. Donc, petit village de pêcheurs, ostréiculteurs et marins. Ouais. C'est vraiment typique. On essaye de préserver cet endroit au maximum, puisque il y a énormément de faune et de flore. Ouais. Ah, c'est un charme fou quand même là. Hein. Parfait. Salut. À très bientôt, profite bien. Ouais, hop. Bonjour Raphaël. Bonjour Marilyn. Bienvenue à Etcheona. Merci. La traversée s'est bien passée? Très très bien passé. Bon. J'étais avec Eneko, on a fait quelques petits détours, Oui. comme ça pour prendre un peu l'atmosphère du bassin. D'accord. C'était divin. T'as une maison d'hôte Oui. avec une vue Imprenable. incroyable. Et c'est jamais la même. Tous les jours, c'est différent. Avec Arcachon en face, Ouais. l'île aux oiseaux, et puis la fameuse dune du Pilat qui est en face. Je vais t'amener à ta chambre, parce que je suppose que tu dois vouloir te rafraîchir. Attends, c'est trop tentant. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est chauffée. À partir d'ici, tu es chez toi. J'ai Tu as ma ta petite petite terrasse terrasse, privée. voilà, privée. Voilà, comme ça, quand tu te lèves le matin, la première vue, c'est la dune du Pilat. Tu vas pouvoir poser ton sac, Enfin. enfin, et te détendre. Voilà. Ah, super. Le bassin d'Arcachon est l'une des destinations phares du tourisme estival. De la dune du Pilat au Cap Ferret, 27 plages et des centaines de kilomètres de sable fin accueillent chaque été 500 000 baigneurs. Des plages qu'il faut entretenir et surveiller, et cela commence aux premières lueurs du jour. Sur la plage Océane du Grand Cros, Angel est ce matin encore le premier sur la plage. Mais parfois on arrive, il y a déjà les surfeurs. Hein. Il y a vraiment un beau temps, les vagues, les surfeurs ils sont présents. Ou autrement on rencontre des jeunes qui dorment. Ils sont fatigués de la nuit. Angel, c'est le travailleur de l'ombre. Grâce à lui et à sa cribleuse, les vacanciers pourront bénéficier d'une plage immaculée. Beaucoup de mes collègues qui sont un peu jaloux. Parce que bon, vous arrivez le matin, bon là c'est couvert, mais quand il fait beau, c'est très agréable. Et tous les jours, ça change. 8 heures, le moment pour Angel de tirer sa révérence pour laisser la place aux surfeurs confirmés comme débutants. L'heure également pour les maîtres nageurs sauveteurs de prendre position sur cette plage interdite à la baignade. Bon les gars, on part, victime sans palme. On se positionne, on va pas super loin, on se met juste dans la zone d'impact là où il y a les premières mousses, ça suffit largement. Au moins c'est crédible, on charge et on ramène. Pour Jody Kael, Quentin et les autres, chaque journée commence par une séance d'entraînement. Les gestes qui sauvent doivent être perpétuellement répétés. Notamment sur ces plages de l'Atlantique où les vagues sont souvent puissantes et où un autre piège guette les débutants, les baïnes. Une baïne, c'est une cuvette qui va être remplie d'eau. Et quand on va avoir un trop plein dans la cuvette, il va y avoir une évacuation d'eau vers le large. C'est ce qui va créer un courant qui va traîner et vers le large et vers le côté. En juillet et août, les sauveteurs effectuent en moyenne une dizaine d'interventions par jour. Il leur est même arrivé de secourir 37 personnes lors d'une chaude journée d'été, un record inégalé. À Arcachon, changement d'ambiance. Bien à l'abri dans le bassin, les petits matins sont bien plus calmes. Marie-Jo se prépare à recevoir sa horde d'enfants quotidienne, et voilà 44 ans que ça dure. Si c'était pas agréable, on aurait mis fin avant. On a ouvert hier. On n'est même pas encore tout à fait, la logistique n'est pas tout à fait en place, mais bon, c'est les premiers ajustements et à partir de la semaine prochaine, c'est 7 jours sur 7 jusqu'au 1er septembre. Dès le début de la saison d'été, chacun retrouve ses petits rituels immuables. À commencer par celui de la crème solaire, la reprise des travaux de terrassement là où on les avait laissés l'année dernière, ou encore déployer ses talents pour se faire remarquer et faire de nouvelles rencontres. Sur la plage du Moulot, comme quasiment chaque jour depuis plus de 20 ans, Loulou Lalande, peintre de plage amphibie, s'installe lui au plus près de ses modèles. Pinceau, je que mes baigneuses sont là.
Je vais les appeler et puis juste je vais les croquer en 2 coups de pinceau. Mesdames, Oui. pouvez vous lever 2 secondes? Alors pourquoi vous nous filmez à nous? Parce que vous êtes belle, madame. Oh, d'accord. C'est une manière de se rapprocher au plus près de la nature. Et c'est ma manière de communiquer avec les gens et d'être en contact avec la nature. La plage du Moulot, ça fait partie d'Arcachon, c'est un quartier. Et c'est un peu parce que je viens d'un petit village de campagne, ça me rappelle mon petit village avec son église, son clocher. J'y vais toute l'année. Et plus l'océan, je le fréquente l'hiver. Parce que je ramasse plein d'objets sur la plage que je recycle dans des œuvres d'art. Ce jour-là donc, comme tous les autres jours, tout semble calme et paisible sur la plage d'Arcachon. Et puis... Est-ce que vous êtes prêts? Une foule bruyante et colorée a pris possession de la plage. Est-ce que vous êtes prêts à faire des petits défis un peu ric-rac? Filmez tout de suite parce que tout à l'heure je sourirai plus. Il y a de la joie, il y a des grands moments d'émotion, il y a des rires, des pleurs. Une fois par an, 2000 participants courent, sautent, dansent à l'occasion de l'Adrénadicte. Une course sans enjeu et sans vainqueur, parcourant les plages et les quartiers d'Arcachon, et dont le seul objectif est de terminer. Vas-y. Ça résume bien l'Adrénadicte, esprit familial, convivial. Et puis très vite, le rivage retrouve sa longueur en attendant qu'un nouveau jour se lève sur les eaux tranquilles du bassin d'Arcachon. Bonjour Sylvie. Bonjour Raphaël. Ça va? Oui. Comment t'as su que je venais? T'as un 6e sens ou... J'ai entendu des coquilles d'huîtres, c'est ma sonnette biologique. Je viens de faire un petit tour en vélo à Péraillan. Et là, toutes ces cabanes, c'est des cabanes ostréicoles? Alors ce sont des cabanes de pêcheurs et d'ostréiculteurs. Et il y a 2 types de cabanes. Il y a les cabanes de travail et les cabanes d'habitation. C'est un territoire un peu particulier parce qu'on travaille et on dort sur le même site. Et on est tous mélangés. Et en plus, les autres acteurs, c'est des touristes. Et ça, c'est quel type de cabane alors? Alors c'est une cabane professionnelle pour la dégustation et l'accueil du public. Et je peux voir à l'intérieur? Bien sûr, suis-moi. Donc ça, c'est la partie où tu peux déguster. Il y a une autre partie où tu produis vraiment les huîtres. Voilà, en fait, j'ai 3 lieux. J'ai ce lieu d'accueil public. J'ai une cabane en arrière qui sert à ouvrir les huîtres, à les mettre en place et préparer tout ce qui concerne la dégustation. Et une 3e cabane qui est celle de production. Et je peux le voir, ça aussi, ou pas? Bien sûr, on verra ça tout à l'heure, mais d'abord, on va aller au parc. D'accord, oui, parce que c'est les marées qui dictent la loi ici. On est complètement obligé de suivre la loi des marées. Et là, il commence à être un petit peu tard. Ah d'accord. Comme ça, c'est bon ou... Il faudra mettre une paire de bottes. Donc, quelle pointure? 45. On va chercher ça. On s'équipe. Ok, je te suis. Allez, on fait un petit tour. Il est où ton parc? Alors j'ai un parc dans la zone du Cannelon. Et mon parc principal est un peu plus loin, il a un quart d'heure de la cabane. Il s'appelle dans une zone qui s'appelle la Réhousse. Alors là, c'est la petite inspection. On va peut-être s'arrêter sur une ou 2 poches et puis je vais faire un petit prélèvement. Je vais regarder comment sont les huîtres à l'intérieur. D'accord, pour voir si elles sont bonnes. Voilà.
Voici une. Moi, je regarde le manteau, je regarde la couleur, je regarde la brillance de la nacre, il n'y a pas de défaut. Elles ont quoi de différent ces huîtres par rapport aux huîtres qu'on peut trouver en Bretagne ou ailleurs? En fait, ce sont des huîtres qui sont tout le temps soumises au phénomène des marées, donc avec des marées basses, des marées hautes. Et elles restent presque 8 heures par jour hors de l'eau. Ouais. Donc ce sont des huîtres qui travaillent beaucoup en termes de musculation, en termes de contraction musculaire pour garantir une fermeture. Tu veux dire que c'est des huîtres qui font de l'exercice toute la journée? Tout le temps. Là, elles sont en plein travail. Ouais. Là, elles ont l'air d'être cool, mais en réalité, elles travaillent énormément. D'accord, donc elles sont en train d'être en contraction de façon à rester étanches le temps de la marée basse. Ouais. Et donc, par ce fait, on considère que c'est les huîtres les plus étanches de France. Avant de te lancer dans le métier d'ostréicultrice et d'avoir ta cabane, tu faisais quoi? J'ai une formation en biologie et donc je travaillais dans un laboratoire. Ce qui m'a amenée ici, c'est que j'ai eu 4 enfants et donc ça a remis un peu en question mon travail initial. Et donc j'ai voulu me reconvertir en agriculture et puis de fil en aiguille, la vie a fait que j'ai croisé l'endroit où je me suis installée et ça a été un petit peu une évidence, un petit coup de foudre pour cet endroit. D'accord, donc c'est parti du lieu? Du lieu et après aussi du mode de vie que j'observais. Là, on passe aux choses sérieuses. Ouais, allez. On se jette à l'eau? Ouais, allez. Ouh, ça va? Ah oui, elle est bonne, elle est fraîche. Ça fait du bien, non? Ah oui, ça fait du bien. Donc on va aller au fond. On va se mettre à proximité des poches qu'on va lever. Je vais en prendre une toute petite quantité, on va en prendre une 20aine. Ouais. Bon, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est physique, hein, comme métier. C'est un petit peu physique. Ah ouais, 365 jours par an quand même, presque. Hein. Presque. La plupart des ostréiculteurs prennent très peu de vacances. Ouais. Et on prend jamais nos week-ends, quasiment. Ouais. Et toujours avec le plaisir et l'envie de faire de belles choses. Il faut absolument que le plaisir reste, sinon je pense qu'on serait complètement maso si on n'aimait pas ça. Ouais. Ouais. Ces huîtres, elles vont être dégustées dans combien de temps? Les premiers dégustateurs qui arriveront dans 1h30, 2 heures pourront y avoir droit. Ah oui, donc il n'y a pas plus frais? Non, il n'y a pas plus frais. Bon, je vais pouvoir retirer mes bottes pleines d'eau. Petites bottes, donc évidemment pleines d'eau. Il faut faire de la gymnastique ici, c'est ça? C'est des bottes estivales, donc... Ouais. Toi, comment tu fais, toi? Quand il y a beaucoup d'eau, je lève le pied un peu plus haut. Ah, attends. Un pirate débarque. À l'abordage. Et coucou, ça bosse ici. Salut. Ça va? Très bien. Livraison. Je te présente Raphaël. Bonjour. Bonjour Raphaël. J'ai un peu les mains. Prise, moi aussi. Ah bah enfin, oui. On va pouvoir déguster les huîtres. Bah oui. Moi je travaille depuis tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. Allez, la dernière. La dernière. Ah. Enfin, tu me présentes quand même tes huîtres. Alors ça, c'est nos bébés, mais ça c'est mon bébé. Ah, d'accord. C'est mon fils, c'est Louis, Ouais. chef de production. C'était évident pour toi de travailler avec ta maman et... C'était pas une évidence au début. Ouais. Et petit à petit, on s'entend bien tous les deux. C'est pas toujours facile de travailler en famille. mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Il y a du caractère dans la famille, c'est ça? Non? Un petit peu. Des deux côtés? Oui. Ah, voilà. Et les huîtres avec le vin
Blanc. Blonde. Bordeaux blanc. De toi, Véronique, Bah on oui. travaillait tout à l'heure, mais c'est grâce à toi qu'on peut savourer les huîtres avec du Un bon bon vin. mariage. Ouais. Un bon mariage. Faut les goûter, ces huîtres, hein, maintenant. Ouais, je crois. Allez. Donc oui, tu as aussi toute une partie humaine ici. Oui, ouais. ouais. T'es bien sûr sur ces parcs. En fait, tout le sens de notre travail en amont est là, ici. C'est-à-dire quand on vient commencer ensemble à partager des huîtres et à se raconter des histoires. Je pense que toute la raison de notre travail, qui peut être routinier, qui peut être dans le froid, qui peut être dans la souffrance parfois, reprend toute sa dimension quand on commence à se mettre dans cet angle-là. Bon, allez, santé, merci. Allez, bon, merci bien. Maintenant. Allez, quand même, Allez, encore un petit coup. encore un petit campé. Et hop. À marée haute, le bassin d'Arcachon ressemble à une petite mer intérieure. À marée basse, il passe alors de 155 km² à 40 km² seulement. Et toutes les activités humaines doivent s'adapter à ce flux et reflux incessant. Sécurité, sécurité, sécurité du sémaphore du Cap Ferré. Je passe canal 10, unité 0. 24 heures sur 24, 365 jours par an, les sentinelles du sémaphore du Cap Ferret veillent sur cette mer intérieure, beaucoup moins paisible qu'il n'y paraît. 200 opérations de sauvetage y sont déclenchées chaque année. Bah là, c'est le radar qui nous sert pour la zone du bassin d'Arcachon et l'entrée pour les passes. Et là, vous voyez, on a pas mal de trafic. On arrive en saison estivale. Les gens qui se dirigent vers le port d'Arcachon. Exercice de plongée terminé, on rentre au port d'Arcachon. C'est bon, autour et bonne fin de journée. Le bassin, on peut le considérer un peu comme un abri. Ça paraît pas dangereux, mais dans le bassin, il y a encore des bancs de sable, il y a les parcs à huîtres. Et la personne qui ne connaît pas se retrouve vite dans une très mauvaise position. Et puis en plus, il y a la marée. Vous avez un grand marnage. Il faut bien choisir son moment pour monter dans le haut du bassin. Peu de risque que Christophe Michaud aille s'échouer sur un banc de sable. Ce natif du bassin en connaît tous les pièges, car depuis des années, il le parcourt hiver comme été. Christophe est l'un des 65 pêcheurs professionnels exerçant sur le bassin d'Arcachon. Un environnement où de multiples espèces viennent se nourrir et se reproduire. On retrouve beaucoup d'espèces de dorades, dorades royales, dorades marbrées, dorades grises, dorades sarres, dorades sope. On a du mulet, on a du bar, on a du maigre un peu, on a des rougets. Malgré sa connaissance du bassin acquise aux côtés de son père et de son grand-père, Christophe doit chaque jour multiplier les techniques de pêche pour espérer vivre de son métier. Là. Avant, il y en avait qui arrivaient même à se permettre de sélectionner vraiment qu'une espèce, parce qu'ils étaient très forts dans ce domaine-là. Mais maintenant, il faut faire un peu de tout. Il y a moins de quantité de poissons, donc il faut essayer à faire un peu de tout. Dis-moi, tu veux quelque chose? J'ai maigre, dorade, un peu d'anguille, un peu de sole, un peu de sèche. J'arrive par l'eau. Je viens de te les amener en bateau. Bientôt, la marée sera au plus bas. Christophe doit donc se dépêcher de rejoindre le port avant de ne plus pouvoir accoster s'il veut fournir la poissonnerie de sa compagne en poissons frais du jour. Tandis que Christophe termine sa pêche, Jean-Marie, lui, la commence. Mais le vent s'est levé sur le bassin et le retrait des eaux se fait attendre. On va pêcher sur cette zone-là et d'ici un petit quart d'heure, l'eau va complètement se retirer et on va pouvoir commencer à attaquer, à pêcher nos premières palourdes. Avant de descendre sur les vasières, Jean-Marie et son équipier chaussent des patins de bois ou d'aluminium. Un équipement obligatoire pour ne pas s'enfoncer profondément dans la vase. Voilà, on est parti pour une marée de palourdes. Pêcher la palourde, c'est un peu comme aller aux champignons. Il faut ouvrir l'œil et savoir détecter les signes révélant la présence de ce coquillage japonais arrivé dans le bassin d'Arcachon voici 30 ans. Quand le temps est beau et sec, on voit les trous à peu près qui apparaissent. Alors de temps en temps, là, je vois un trou, donc là, elle y est, clac, 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 clac. Et l'idée, c'est comme ça à la main, on pêche, on essaie dans la zone de ramasser le plus possible.
Pendant plusieurs heures, ces pêcheurs-cueilleurs vont fouiller la vase jusqu'au moment où, de nouveau, la marée va sonner l'heure du départ. Donc nous, on va repartir pêcher un petit quart d'heure, le temps que le bateau flotte. Et vous allez rester coincé ici. Elle est pas belle, la vie? Retour au port d'Andernos. Comme la plupart de ses confrères, Jean-Marie vend directement le fruit de sa pêche dans sa petite cabane installée sur les quais. Allez, tenez. Voilà nos belles palourdes pêchées et juste purifiées. Voilà. On peut les décliner en fricassé, en risotto, en pâte aux palourdes. Ce qui est très bon, c'est aussi naturel, juste cru avec un peu de citron. Aujourd'hui, Jean-Marie propose une dégustation à un groupe de randonneurs venus découvrir les mystères du bassin d'Arcachon. Yes! C'est bon. Allez, c'est parti! Pascal est guide naturaliste. Et attention à pas glisser! Lorsque la marée est basse, il emmène ses visiteurs sur les vasières et leur explique comment déjouer les pièges de cet environnement moins paisible qu'il n'y paraît. Oh là, à partir de là, je commence à m'enfoncer. Vous voyez, il y a des zones à... Bon, là, je vais pas plus loin, mais là, on peut s'enfoncer beaucoup plus. Il y a des zones où on peut s'envaser très facilement au-dessus de la taille, voire jusqu'aux épaules. Donc, si on est tout seul, on peut pas se sortir, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est voilà, il y a vraiment beaucoup de zones à respecter et c'est un milieu qui est un peu hostile, justement, à cause de ça. Pour évoluer en relative sécurité, il vaut mieux emprunter les chenaux et les estaces, des petits ruisseaux courant à la surface des vasières, et rencontrer ainsi les locataires du bassin. Voilà, vous voyez ici, là, il y a des petites choses un peu bizarres. Voilà, regardez. J'ai un tube sur lequel il y a plein de plantes qui sont collées. Alors en fait, qui vit dans ce tube? Eh bien, on a un ver qu'on appelle le ver à tube, qui, hop, regardez, il est en train de descendre. Bon, on ne va pas continuer plus bas parce que la marée n'est pas descendue très basse aujourd'hui. Dans quelques heures, la mer aura de nouveau recouvert ce milieu fermé et fragile qu'est le bassin d'Arcachon. Les randonneurs rejoindront la rive et les bateaux retrouveront la pleine eau. T'as combien de bateaux dans ta flotte de taxi? Parce que j'aime beaucoup celui-là, je trouve qu'il est très beau. Mais ça, c'est le nouveau qu'on vient de sortir, c'est vraiment pour le côté balade. Ouais. Sinon, nous, on a 2 bateaux taxi plus celui-ci, ça fait 3. Ouais. Et après, on a un bateau de pêche. D'accord. Alors pourquoi un marin comme toi me propose de faire une petite balade en forêt aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que j'ai enfin obtenu une cabane ostréicole. Donc, c'est une cabane sur le domaine maritime. Et j'ai besoin de bois pour la retaper, donc je voudrais t'emmener en forêt pour voir le bois qui va servir à la retaper. Le même bois qui a servi pour la construire déjà il y a 100 ans. D'accord. On est pas mal là. On est bien. Ça a combien de temps la forêt? Là, une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, donc tu verras, la balade est sympa. Ok. Hop, attention. Et c'est parti. Tu m'emmènes où comme ça là? On va où? Je te fais confiance mais... Ben là, je vais te présenter Christian, qui est le président de l'association de la forêt usagère. C'est lui qui connaît la forêt par cœur. Voilà, absolument. C'est Christian là? Oui, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, je pense qu'il a surveillé sa forêt. Il cherche l'amour? Peut-être. On va lui demander? Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je te présente Raphaël. Enchanté. Ouais. Eh bien, bienvenue à Forêt Usagère. Merci. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? On te regardait? Je regardais un petit peu ce pain, puisque
doit prélever normalement les pins qui ont été gémés. Qu'est-ce que tu veux dire par gémer? Eh bien, le gémage consistait à prélever la résine des pins. Et quand ces pins ne portent plus résine, on dit dans les textes qu'à partir de ce moment-là, on peut les prélever pour en faire du bois d'œuvre, du bois de construction. Et on peut couper. Voilà, à ce moment-là, on coupe. D'accord, donc tu étais en repérage pour sélectionner le bois. Voilà, exactement. Alors, c'est de visu que l'on regarde si le pin est suffisamment droit, pas trop noueux. Et tu habites dans la cabane en face? Non, non, cette cabane-là, c'est une cabane de résiniers, justement. Quand tu dis résiniers, c'est pas des gens qui n'ont aucune volonté, qui démissionnent de la vie et qui se retrouvent ici? Non, non, c'est pas résinier dans ce sens-là du terme. Ce sont des gémeurs, des gens qui récoltent la gemme des pins et pour en vivre. Et la forêt fait combien d'hectares en superficie? La forêt usagère fait 3800 hectares, approximativement. Elle s'étend de la dune du Pilat jusqu'au lac de Cazaux. Et c'est quoi le principe d'une forêt usagère? Comment ça fonctionne? Eh bien, une forêt usagère est grévée d'une servitude qui est le droit d'usage pour tous les habitants des communes de Gujan, La Teste, Arcachon, une partie de Cap-Ferré. Donc tous ces habitants-là, qui résident depuis au moins 10 ans, peuvent bénéficier du bois de construction, c'est-à-dire des pins vifs qui sont abattus pour répondre à leurs demandes de bois de construction. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit, entièrement gratuit. Mais c'est une chance d'avoir ça. Il y a beaucoup de forêts usagères encore en France? Non, il n'y a plus que cette forêt. On dit bien cette forêt a un statut sans équivalent sur le territoire national. Donc il y a eu d'autres forêts usagères, mais aujourd'hui il n'y a plus que celle de la Teste. Et viens, je vais te montrer un des arbres qu'on a abattu pour toi. Et c'est un arbre, tu vois, un peu exceptionnel. Déjà, il doit avoir à peu près 80 ans, peut-être même un peu plus. On voit les cicatrices du gémage là, ce qui fait que cet arbre a une qualité exceptionnelle. Pour toi, c'est important que ce soit du bois justement de la forêt de la Teste? Oui. Alors, il y a deux choses. D'une part, ce sont des cabanes qui sont sur des sites classés. Donc c'est important d'utiliser du bois aussi qui a été coupé dans la tradition. Et puis ça permet d'avoir un lien avec la poutre. Plus tard, quand je regarderai les poutres de la maison, je penserai à Christian, je penserai à toi, ta venue, ce bois qui était là, qu'on a regardé. Du coup, toute la magie va opérer. À savoir en plus que ceux qui vont couper le bois vont savoir pourquoi ça va être utilisé, que le charpentier aura vu l'arbre pousser, va le manipuler. On va vraiment lui apporter toute cette magie. Et surtout pour un marin, le bateau n'a d'âme que celle qu'on lui donne. Donc on va lui donner une âme à ce bois. Ce bois est une âme pour toi? On va lui donner. J'ai besoin, alors il va me falloir 2 poteaux de 20 par 20, c'est pour pouvoir tenir le fêtage. Ouais. Et là, la scierie, ça fait aussi partie de l'association, ça veut dire vraiment, une fois qu'on a le bois, c'est ouvert à tout le monde de pouvoir avoir une découpe précise et personnalisée. C'est une scierie associative qui fait du sciage à façon, donc en fonction des demandes de chacun. Elle est impressionnante cette machine. Ah et oui, c'est du matériel un peu ancien mais qui est assez performant, qui a été remis en état. Et qui répond pour l'instant à toutes les demandes. Et tous ceux qui travaillent ici font partie de l'association bénévolement pour... Alors, il n'y a que des gens qui font partie de l'association, qui sont donc adhérents et qui travaillent ici bénévolement. Ta cabane, c'est un vrai travail d'équipe, avec les gens de la région, la forêt et en plus, toutes les personnes qui travaillent. Absolument. Merci Christian. Allez, ciao. Au revoir. À bientôt. On prend les planches ici? Ouais, on va s'en prendre 4-5. On va les changer. Et mollo, hein. On en prend une. 1, 2, 3. On les met comment? Vas-y. Yes. Bon, merci. Allez, direction. Et puis Cap Ferré maintenant. L'autre côté. Tiens, regarde, on n'est pas les seuls. Ah oui. Elle est en première ligne, ta cabane? Non, juste après celle-ci. D'accord. Je suis en deuxième ligne. Ta cabane, la blanche, là? Oui, mais tu vas voir, elle a besoin d'être un peu restaurée. D'un petit lifting?
Je la pose où? Je pose ça où? Là, rentre là-dedans, Ouais. rentre là-dedans direct. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Donc Stéphanie. Ouais. Toute la petite famille, donc c'est là où vous allez habiter? Exactement. Alors, tu penses emménager dans combien de temps? Je sais que ça prend toujours plus de temps qu'on le pense, mais à peu près. On espère 6-7 mois. Ouais. Si tout se passe bien, si tout le monde peut nous aider comme on l'espérait, Ouais. 6-7 mois. Là, il y a du boulot, hein, quand même. Mais on la mérite 2 fois. Une Ouais. fois quand on obtient une cabane et une deuxième fois quand on la rénove. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui ont une cabane ici. Ouais. Ils sont tous passés par là. Et Stéphanie, tu travailles avec Eneco? Oui. Ouais. Ouais, depuis 5 ans. Ouais. Depuis 5 ans maintenant, j'étais pas du tout dans le domaine et on a commencé à travailler ensemble. Je travaillais encore, moi, pour mon ancien boulot. Ouais. Et puis bah, après, je suis allée passer les brevets pour devenir aussi capitaine, marin professionnel. Deux Voilà. capitaines dans la famille. C'est ça. Vous allez être super bien ici. Ouais, c'est très bien. Faudra m'inviter pour la crémaillère. Ouais, promis. J'attendrai. Salut Nico. Salut Stéphanie. bientôt, rentre Au revoir. À côté de la dune du Pilat et des parcs à huîtres, l'autre emblème fort du bassin, c'est la pinasse. Qu'elle soit à voile ou à moteur, cette embarcation fait partie du paysage arcachonnais depuis le début du XVIe siècle. Et c'est un bateau emblématique, c'est le bateau emblématique du bassin d'Arcachon, très réputé. D'ailleurs, tout le monde croit que tous les bateaux sont des pinasses à voile, alors que la pinasse à voile est très caractéristique. Vous voyez, c'est un bateau très simple et qui marche très très vite. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais si le vent se lève, il a l'air d'arriver. Vous allez voir tout à l'heure que c'est un bateau qui a voie du bois, comme on dit. À l'origine, bateau destiné à l'ostréiculture et à la pêche, la pinasse a pourtant bien failli disparaître avec l'avènement des bateaux modernes. Au XIXe siècle, les chantiers de construction de pinasses fleurissaient tout autour du bassin. Ils ne sont plus que 3 aujourd'hui, comme celui de Jean-Baptiste Bossuet, 6e génération de charpentiers de marine installés à l'Aiguillon. Les plus grosses caractéristiques, c'est des bateaux qui sont longs, étroits, en fait avec très peu de surface mouillée, plutôt léger, un très faible tirant d'eau. Les trajets que faisaient les ostréiculteurs, ils ont développé une forme de coque vraiment spéciale pour ces trajets-là. D'abord à rame puis à voile, la pinasse s'est ensuite motorisée. Là encore, avec des spécificités propres aux faibles profondeurs du bassin d'Arcachon. Voilà. Vous voyez là, vous naviguez quand il y a de l'eau. Et quand vous arrivez sur un parc à huîtres où il y a beaucoup moins d'eau, où vous pouvez quand même pouvoir avancer au moteur, vous relevez la crémaillère. Voilà. Et là, vous naviguez avec très peu d'eau, en fait. Vous pouvez continuer à avancer au moteur avec très peu d'eau. Jusque dans les années 50, les ostréiculteurs aimaient se retrouver le week-end pour régater. Et aujourd'hui encore, pendant tout l'été, des passionnés se retrouvent chaque week-end pour perpétuer cette tradition. À l'occasion des fêtes locales ou des événements comme aujourd'hui, tous les bateaux de toutes les villes du Tour du Bassin se rejoignent, font la fête et la régate ensemble. Il y a tous les milieux mélangés, mais vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de filles. Donc on navigue en famille ou avec des copains, des copines, mais c'est très mélangé. Bon, on arrive à faire notre place. C'est vrai que c'est très physique. Après, ça dépend des bateaux sur lesquels on monte. Il y en a qui sont plus instables que d'autres. Mais il faut quand même pouvoir tirer la voile, être réactif. On ne ressort pas indemne d'une régate assez mouvementée. Veillée d'armes sur la plage d'Andernos. Les 13 équipages engagés affûtent leurs pinasses et révisent leur virement de bord. Au fond du bassin, on attend la mer et puis on attend le vent aussi. Mais bon, dans 1 heure, il y aura de l'eau. On met droit. On a wax pour que ça glisse moins. Et tu m'en mets un peu là. Ici là Sur les planches de surf. D'accord. Allez, 1, 2, 3, Bon, départ dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Le signal du départ signe la fin de la franche camaraderie, unissant tous les équipages.
Pendant 1 heure, l'esprit de compétition, le stress et quelques jurons envahissent les eaux tranquilles du bassin. Car pour certains, l'aventure tourne vite à la patouille, comme on dit ici. La patouille, ça veut dire que tout l'équipage est à la nage autour de la pinasse qui a chaviré et qui flotte, disons, entre deux eaux. Donc, premièrement, récupérer tout le matériel qui se disperse à la surface de l'eau et puis ensuite, essayer de la redresser et de la vider. On doit pouvoir arriver à la vider avec des seaux. C'est très sportif, surtout que dans ces cas-là, on est de très mauvaise humeur. Et donc, ce soir, ça va être la soupe à la grimace. Car il faut bien dire que la navigation en pinasse à voile ne s'improvise pas. En particulier le virement de bord, toujours un moment tendu et compliqué. Empannage. Attention au coup de gîte. On passe la voile derrière le mât et devant le mât. On gambaye. Et dès que possible, on renvoie. Les régates de pinasse sont peut-être les derniers vestiges des querelles de clochers d'antan, lorsque les ostréiculteurs de la Teste, de Gujan ou de Biganos venaient régler leurs différends à la course. Salut Marielle. Salut. Ça va? Et toi? Alors tu m'as donné rendez-vous dans une des institutions de la ville. Alors oui, c'est l'institution de la ville. Et on va acheter quoi comme poisson? Ben, on va pas vraiment acheter du poisson, en fait, on va aller chercher des pots. Des pots de? Des pots de poisson. D'accord. Bizarre. Salut. Tu vas bien? Et toi? Oui. Je te Bonjour. présente Charmel, Sonia. Enchantée. Ouais. Vous allez bien? Oui, très très bien. Il y a du monde ici. Là, ouais, on arrive dans une période où ça va être tous les jours comme ça. Alors, est-ce que tu as des pots pour moi? Oui. Ouais? Pas beaucoup, mais on pense toujours à toi. Bon, on ça en va. a gardé. On en a gardé. Ah, génial. D'accord. C'est joli, c'est du maigre là. Ouais. C'est joli, hein? C'est magnifique. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu venais prendre des pots chez les poissonniers. Mais en fait, avec ces pots, je vais faire du cuir. Donc du coup, je peux utiliser n'importe quel poisson, plus ou moins, pour les transformer donc, en une matière donc, après colorée, vraiment au toucher du cuir. Ça, c'est du cuir de poisson? Ça, c'est du cuir de poisson, ouais. D'accord. En plus, ça ressemble un petit peu au python. Oh oui, il y a un petit côté reptile. Voilà, sauf que là, ben, les poissons, on les a mangés. Et donc on peut faire ça avec n'importe quel pot de poisson. Plus ou moins, ouais. On les emporte. On les emporte. Allez. Allez. Tu prends quoi? Moi, j'aime bien la glace cookie. J'adore la noisette. Ah ouais? C'est incroyable le nombre de parfums. Merci. Dans ta famille, on est tanneur de mère en fille ou de père en fille? Enfin, tanneur de poisson, parce que c'est quand même particulier comme métier. Alors oui, c'est particulier. Non, on va dire que je suis la première génération. Je ne sais pas si mes enfants feront ça. Mais par contre, dans la famille, on est très, très attachés au milieu maritime. Mon grand-père était pêcheur, passionné par la mer, les chalutiers. Alors, par contre, c'est ma mère qui m'a fait découvrir le cuir de poisson. Comment ça? Elle est partie en voyage en Laponie. Et pendant son voyage, elle a vu un défilé de mode avec des Suédoises habillées en saumon, des accessoires en cuir de poisson. Elle s'est dit, mais quand même, c'est vraiment génial. Et donc, j'ai parlé avec elle et je dis, écoute, pourquoi on n'essaierait pas de monter une boîte? Et donc, elle m'a dit, bah, fais-le, essaye, je te soutiendrai, fais-le. Je crois que notre pot de poisson est en train de souffrir au soleil. Ah ben, je pense qu'il est temps qu'on aille à l'atelier pour la tanner, alors. Il est où ton atelier? Il est à la Teste. C'est à peu près à 10 minutes. D'accord. Alors, c'est quelle cabane? Alors, c'est celle-là, là-bas. La petite? La petite au milieu, ouais. Et voilà. Attention à la tête. Ouais, c'est pas très haut. Waouh! Ça te plaît? Ah, c'est dans son jus. Ah, c'est dans son jus. Ah ouais, il y a les filets complètement. de pêche, les cirés, les pots de poisson qui sèchent. Ça fait voyager. Et c'est quoi cette vieille machine?
Alors ça, en fait, c'est une machine qui sert à enlever les chairs sur les peaux. Ouais. Et c'est une machine qui date du siècle dernier, qu'on a chiné. Hop. Alors, comment on va le travailler, ça? Ça, on va le faire à la main parce que c'est un petit peu petit. Donc on va faire quoi avec cette belle peau de poisson? En fait, tu vois, il reste de la chair. Ah oui. Il faut l'enlever. C'est là où tu te rends compte en le faisant que finalement la peau est quand même très solide. Tu peux tirer. Hein. Et une fois que tu as enlevé les écailles... Je vais aller mettre mes peaux dans la cuve et puis je vais faire ma petite mixture secrète. Là? Voilà. Ah oui, hop. Ah, et t'as une grande cuve. Ah oui. Oula. T'aimes pas? Ça sent quoi, ça? Alors, ça sent le tanin, en fait. Pour faire du cuir, il faut prendre une peau animale crue, c'est du collagène, et on doit y incorporer dedans du tanin. Et moi, le tanin, donc c'est du broyat d'écorce de mimosa. Les peaux vont macérer, en fait, un certain temps. Le tanin va pénétrer dans la fibre de collagène. C'est ça le processus, en fait, du tannage. Bon, bah écoute, maintenant, je vais te montrer ce que ça donne, le cuir de poisson. Alors, montre-moi ce que tu as dans ta besace. C'est pas une besace, c'est une bourriche. Oui, une bourriche d'huître, pardon. Voilà. Après avoir tanné le cuir, on l'a fait sécher, on l'a coloré. Donc en fait, après, ça donne ça. D'accord. Par exemple, ça, c'est du mulet. Ah, c'est beau. C'est beau, le mulet. Ouais, il y a des grandes... Des grandes écailles. Ouais. Là, ça, c'est un saumon. Donc ça va être la matière première pour après faire de la maroquinerie. Voilà. C'est un peu comme les peaux de serpent, finalement. C'est... Voilà, les peaux sont vendues à l'unité. Ils découpent, donc c'est fait par des maroquiniers, des chausseurs, des stylistes aussi. Dans ta petite cabane, tu arrives à produire combien de peaux comme ça? Ben, je peux en faire jusqu'à 1000 par semaine. Ah oui? Ouais. Toute seule? Ouais. Salut Marianne. Salut Laure. Ça Bonjour. va? Bonjour, ça va où? Et je viens de montrer les prototypes, comme je t'avais promis. Ils sont enfin prêts. Je fabrique des chaussures pour bébé en peau de poisson. Donc j'en ai qui sont déjà cousues, donc prêtes à l'emploi. Voilà, et ça c'est avec le cuir framboise, cuir de saumon coloré framboise. Voilà, celui-là, il est super beau. C'est mon préféré, il est vraiment magnifique. La couleur, attends, je le mets un peu au soleil pour voir, mais... J'adore. Ah là là, c'est magnifique. Il y a beaucoup de créateurs qui viennent te voir aussi, comme ça, pour travailler avec toi? Ouais, il y en a de plus en plus en fait. Ça peut être le bijou, ça peut être la chaussure, la maroquinerie. C'est assez large comme panel, on va dire. Le prototype est validé? Le prototype est validé. Moi aussi, je valide. Aux commandes des cuisines du Skiff Club au Pilat-sur-Mer, Allez, c'est parti. Stéphane Carrade, récompensé à plusieurs reprises par des étoiles au guide Michelin, est une figure gastronomique majeure du sud-ouest de la France. Même s'il a trouvé l'amour sur l'île de la Réunion, son accent trahit ses racines. Élevé entre la cuisine d'une grand-mère espagnole et le bateau de pêche du grand-père arcachonnais. Et vas-y, ramasse. Je ne suis pas du pays, mais presque quand même, parce que je viens depuis tout petit, quoi. Je me rappelle encore des souvenirs de pêche d'anguilles avec mon grand-père, ici à la Hume, et je devais avoir 5 ou 6 ans ou 7 ans. Ma grand-mère est espagnole, et ma grand-mère faisait que de la cuisine, donc j'étais avec elle tout le temps à faire la cuisine. Et donc c'est vraiment là que j'ai appris à faire plaisir aux gens, à être généreux. C'est ça la cuisine. Le partage, et c'est ça une bonne table aussi, et c'est là où j'ai appris ça. Ramasser de la salicorne sur les prés salés ou cueillir le fenouil sauvage. À son tour, Stéphane transmet à sa fille ses connaissances des petits trésors dont regorge le bassin d'Arcachon, son terroir d'adoption. Tu veux sentir le fenouil? On les prend comme ça, on les fait sécher, ça fait des bois. Et on cuit les poissons dessus, ou alors on le met dans le ventre, dans les barres, et comme ça, tu cuis en papillote après. Vraiment, ça te donne du goût. Ce terroir, Stéphane aime le parcourir, notamment pour aller se fournir auprès de ses fournisseurs locaux. Comme Johan Niassaï, éleveur et producteur de fromage à Mios. Ça va? C'est bien? Ouais. Alors? T'es promène? Oh, c'est la mienne, celle-là. Ouais. C'est joli, hein? C'est que ma cuisine, c'est vraiment une cuisine d'auteur. Et j'ai besoin d'aller voir les produits, d'aller choisir et de parler avec les gens, avec une grand-mère, avec Johan, avec le petit faiseur qui fait bien, quoi.
Le taureau, il est beau. Ouais, il est typé laitier, mais... Ouais, ça fait 30 ans que je fais la cuisine. Ça fait 20 ans que je suis chef vraiment. Et j'ai des gens avec qui j'ai commencé depuis le départ, quoi. Je suis assez fidèle au niveau des produits. Et puis c'est une histoire de feeling, d'entente. Il faut qu'il y ait une certaine confiance entre les deux, quoi. Le temps de choisir quelques fromages de chèvre et de vache, un peu de lait cru et des œufs. Tu écouteras. Et Stéphane reprend la route, direction le moulin de la Cassadotte. Car on le sait peu, mais la Gironde est un haut lieu de la production de caviar d'esturgeon depuis l'arrivée des réfugiés russes fuyant la révolution bolchevique au début du XXe siècle. Tu as quelques spécimens là? Oui, là tu vas les voir mieux là ici. Fin des années 1800, début des années 1900, ces poissons étaient utilisés pour la chair uniquement. On ne se servait pas du caviar. Les œufs étaient donnés soit à la basse-cour, soit étaient utilisés pour appâter les sardines. Là, les Russes sont arrivés chez nous en disant « Tiens, mais vous savez que vous jetez le meilleur. Ouais. » Et donc, eux, ils nous ont appris à faire du caviar, méthode de salage, méthode de prélèvement. Et ça s'est un petit peu organisé sur les bords de la Gironde, puisqu'il s'est créé 8 comptoirs à caviar entre Saint-Seurin-d'Uzeste et Blaye. Impressionnant. Je viens te chercher un peu le caviar, ouais. Ah bah écoute, avec plaisir. Ouais. Là, et puis ça tombe bien, on est en train de produire. Bah, tu vois, on va pouvoir commencer à travailler le premier lot. Allez. Alors je vais t'expliquer le tamisage. Donc il faut arriver à séparer la membrane, le grain de la membrane. Bon, là je crois que je suis dans le bon sens. Voilà. Tu vas le sentir, tu vois, il faut appuyer un peu, mais délicatement. La main est attentive. Incroyable. C'est bon, hein? On devrait toujours l'avoir comme ça, presque. C'est un peu là, on pourrait dire, c'est comme quand tu es un cerisier, que tu manges les cerises dans un cerisier, ou que tu es dans le parc à huîtres. C'est exactement pareil. Hein. C'est pas comparable, quoi. Là, c'est un peu ça. Donc là, c'est vraiment un plaisir pour moi. Une baguette, un peu de beurre bien toasté, dessus, comme ça, claque. Voilà, tu sais, des fois... Je vais caler le lait avec le caviar, c'est assez original, tu vois. Hop, c'est parti. On framboise maintenant. Avant de reprendre sa place en cuisine, ultime détour par les jardins de l'Ombrière à Lanton. Le temps pour Stéphane de cueillir quelques fruits rouges nécessaires à sa recette. Allez, en cuisine, parce qu'on a dit qu'on faisait cette framboise au caviar, quand même, il faut y aller. Allez, hop, c'est parti. Stéphane Carade n'a horreur que d'une seule chose, c'est de s'ennuyer. Perpétuellement en recherche, il teste 3 nouveaux plats chaque semaine. C'est quand même un essai, faut me dire, il faut être franc. Donc on y va. Cette fois-ci, sa framboise fourrée au caviar ne semble pas être à la hauteur de ses attentes. Donc les framboises, il faut les attendre encore, parce que là, c'est pas un plat de fou, c'est pas mauvais, ça va bien, mais c'est pas non plus un plat de fou, quoi. La cuisine, c'est fait que de combinaisons. Et si j'ai pas ça, si on casse mon jeu, je fais plus de cuisine, parce que c'est un métier qui est assez exigeant. Ça fait 30 ans que je le fais, et c'est vraiment avec passion et plaisir, et tout le temps, je me retrouve des motivations de plus en plus fortes, mais c'est grâce à ça, grâce à la création, c'est vraiment un plaisir, quoi. Salut Sandra! Bonjour Raphaël. Ça va, je peux garer mon vélo ici? Pas de problème. Bienvenue. Merci. Sur l'Ayre? Bah oui. Ou la Leyre? La Leyre. Donc on va partir pour une petite balade en canoë. D'accord. Avec un temps parfait pour faire du canoë. C'est une balade de combien de temps à peu près? Là, on va faire un parcours de 6 km. C'est plutôt une balade très calme. Cool. Alors voilà, là, c'est en général comme ça. Il n'y a que 2 endroits où le courant s'accélère. Ok. Mais ça reste vraiment très tranquille. Bah c'est parti. Allez. Je t'ai mis une pagaie simple. Ça se prend par la poignée, c'est l'olive. Ok. Voilà. Ça passe là? Non, il faut prendre de la vitesse. Ah. Voilà. C'est bon.
La Leyre se jette dans le bassin d'Arcachon, mais elle prend où sa source? Alors l'Eyre en fait prend sa source dans les Landes. Et en fait, c'est pas une source comme sur d'autres cours d'eau, c'est une multitude de petites sources de résurgence de nappes phréatiques. Et ça fait combien de kilomètres de long? On va dire qu'il y a 130 km de cours d'eau, dont 90 navigables. Ça veut dire qu'on peut descendre l'Eyre dans son intégralité pendant une semaine. Ah, génial. Et Eyre, en fait, c'est du gascon, ça veut dire eau. Et donc, si on veut avoir l'air du coin, très important de détacher le Y et pas dire l'air, mais l'Eyre. L'Eyre. Voilà. Tu vois, moi j'ai fait l'erreur au début. C'est un cours d'eau exceptionnel puisque c'est le seul qui est entièrement protégé au sein d'un parc. Ici, c'est le parc naturel régional des Landes de Gascogne. C'est vraiment exceptionnel en France. Ça veut dire qu'autour de nous, c'est la forêt, il n'y a pas beaucoup de routes. On est vraiment dans un cadre sauvage et protégé. Effectivement, on le voit, les arbres ici, c'est rarement des pins. Donc les pins ont été plantés par Napoléon. On est sur ici la forêt primaire, beaucoup d'aulnes. Ouais. Voilà, on rencontre aussi des chênes des fois. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est vrai que c'est reposant. D'écouter les oiseaux, d'entendre les pagaies, le clapotis de l'eau. On se croirait presque en Amazonie. C'est ça, donc c'est le surnom du cours d'eau. C'est vrai? C'est la petite Amazone. Ouais, cet aspect un peu mangrove avec les racines des arbres qui sont mises à nu. C'est pour ça que les arbres finissent par tomber. Ouais, on a l'impression qu'ils vont nous tomber dessus. Ils font une sorte de parasol naturel. Bonjour. Vous n'avez pas l'air d'être malheureux. Il y a quelques plages le long du parcours où on peut s'arrêter. Alors oui, il y a des plages donc, naturelles tout le long du parcours puisque c'est un fond de sable. Donc les gens font des haltes pour se baigner, pour pique-niquer. Ah, c'est top. Ouais. T'as commencé très tôt le canoë? Oui, j'ai commencé quand j'étais toute petite. Mes parents m'ont inscrit dans le seul club de sport nautique à côté de chez nous, c'était du kayak. Et j'en suis jamais repartie. C'est la fête de la libellule quand même, ici. Ah oui, il y en a partout. Voilà, des tigrés. Alors vraiment, celle qui est emblématique ici, c'est la demoiselle, c'est la magnifique bleue nuit. Ça, c'est une belle surprise. Il est beau, ce port. Ah oui, avec toutes ces petites cabanes colorées, c'est charmant. C'est des cabanes ostréicoles? Alors non, ce sont des cabanes pour des particuliers qui ont en fait un bateau moteur. Le principe, c'est plutôt de rentrer manger à la cabane ce qu'on a pêché, faire un peu la fête avec les copains le soir. Il s'appelle comment? Le port de Biganos. Yes! Merci. Avec plaisir. Cette balade t'a plu? Ouais, c'était magnifique, vraiment. Et puis cette arrivée dans le petit port de Biganos. Ah, c'est vraiment un joli port. On en est très fiers ici. On va aller rejoindre Julien, mon mari, et mes deux enfants, Éline et Timéo. Quand on a retiré le kayak de l'eau tout à l'heure, j'ai vu que tu avais un tatouage. Oui. C'est la libellule de la Leyre. Voilà, omniprésente. Je trouve que c'est un animal qui me ressemble parce que l'hiver, elle n'est pas sur le cours d'eau. Et l'été, elle est omniprésente, un peu comme nous. Ouais. Vous avez déjà commencé. Et voilà. Oh là là. Les enfants avaient faim. Bonjour. Philippe. Ok. Julien. D'accord. Le mari de Sandra. Ah, c'est parfait là. Alors. Une petite assiette? Ah bah oui, avec plaisir. De dégustation? Tiens, je t'ai fait ta petite assiette. C'est bon. Comptez 30 mois. Ouais, cristallisé. Ouais, mais pas trop, parce qu'il a été vieilli en grotte, donc pas de choc thermique. D'accord. Donc ça permet vraiment au comté de tranquillement s'affiner. Julien, tu bosses avec Sandra, vous bossez ensemble? Et oui, on bosse ensemble, surtout mes week-ends et mes vacances. Parce que c'est juste pour le plaisir pour moi, parce que je suis enseignant à côté. Ouais. Donc je l'aide depuis le début. Si ça continue, on va pouvoir pique-niquer les pieds dans l'eau parce que la marée monte, c'est ça, elle déborde? Elle va encore monter une petite heure, donc on aura peut-être les pieds dans l'eau si vous restez
pour finir tous les fromages de Philippe. Mais c'est vrai qu'il y a un coefficient de 102, donc l'eau sort de son lit. J'ai l'impression, depuis que je suis arrivé sur le bassin, que les habitants du bassin, autour du bassin, ont une qualité de vie assez extraordinaire. Bah ici, on a les lacs, on a l'océan, on a le bassin d'Arcachon, bon, le canoë, les bois, voilà, du vélo. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Les amis que j'avais au lycée, on a tous été plus ou moins dispatchés dans la France pour le travail. On est tous plus ou moins revenus. Il y en a qui essaient encore de revenir pour profiter de cette qualité de vie. C'est surtout faire vivre aux enfants l'enfance que nous, on a eue ici, qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dehors, ça c'est vrai. Du haut de ses 110 mètres et 3 km de long, la dune du Pilat semble n'être qu'un désert de sable perpétuellement balayé par les vents. Aucune vie ne semble pouvoir s'adapter à ce milieu hostile. Le botaniste Aurélien Caillon sait pourtant qu'il n'en est rien et que toute une flore a su prospérer sur ce désert mouvant comme le chardon des dunes. Le chardon des dunes, c'est une plante qui est assez remarquable. À la fin de la saison estivale, l'ensemble que l'on voit va être dispersé, roulé sur des centaines de mètres, voire des kilomètres le long des plages et le long des dunes, ce qui va lui permettre d'expulser et de disséminer toutes ces graines et d'assurer sa pérennité. Donc vous avez sans doute vu d'autres plantes qui ont ce moyen de dispersion, qu'on appelle tumbleweeds ou rose de Jéricho dans les films d'Ennio Morricone, dans les westerns, etc. 100 à 150 espèces végétales ont ainsi pris racine sur cette montagne sans cesse changeante. Il y a de cela plusieurs siècles, elle était même beaucoup plus basse. La dune est un milieu vivant parce qu'elle est engraissée chaque année et alimentée par les sables transportés par le vent et prélevés le long des côtes puis déposés sur le banc d'Arguin pour alimenter la dune. Donc chaque année elle progresse. La dune du Pilat se déplace vers l'est de 4 à 5 mètres chaque année. Ce recul spectaculaire est particulièrement visible en pied de dune. Ces deux blocos sont les rescapés d'un ensemble de près de 100 bunkers de toute taille construits par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Tous sont désormais immergés à près de 25 mètres de profondeur suite à l'érosion de la plage. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va aller plonger donc, sur une partie du site des Gallounets. On va partir de ce blocos, le 646, et nous on va rester sur la partie centre en fait, des blocos. Depuis 2008, les plongeurs du Gramasa, le groupe de recherche archéologique sur le mur de l'Atlantique, étudient ce patrimoine historique désormais enfoui. Donc, en plus de l'érosion classique côtière du cordon dunaire, là tu vois la base de la dune ne fait que reculer. Là en plus tu as cette masse d'eau qui vient alimenter la baie tous les jours. Et ce flux et ce reflux a gommé la plage et en fait ce site est devenu complètement sous-marin. Donc ce qui le rend assez particulier, en tout cas c'est le plus grand site de blocos immergé actuellement identifié en Europe. Après avoir passé des années à plonger dans les eaux chaudes tropicales, Bon, je suis un peu frileuse mais typiquement j'ai quand même 10 mm de combinaison sur moi. Marie, microbiologiste de formation, est finalement revenue chez elle au bassin d'Arcachon et s'est passionnée pour la plongée dans les blocos. Pour moi, des plongées qu'on fait ici, c'est des plongées qui sont uniques. Et même s'il n'y a pas une eau à 30 degrés ou une visibilité de 50 mètres, c'est des sites qui sont tellement forts en histoire et tellement particuliers et sur lesquels, au final, on voit une concentration de faune et de flore qu'on ne verrait jamais ailleurs dans le monde parce que même dans la mer des Caraïbes, vous pouvez avoir tous les poissons multicolores et tout, ils ne sont jamais concentrés sur un site comme ça aussi précis. Donc oui, pour moi, il y a un intérêt qui est vraiment très particulier. Régulièrement, les plongeurs du Gramasa effectuent des travaux d'archéologie sous-marine pour décaper et désensabler de nouveaux bunkers et d'en étudier la structure. Car d'ici quelques années, la quasi-totalité des blocos seront sombrés. Ironie de l'histoire, ces constructions, à l'origine bâties pour semer la mort, deviendront des récifs artificiels où se développera une vie exubérante au milieu d'un désert de sable. Chaque jour, la vedette de la réserve naturelle du banc d'Arguin patrouille autour de la partie émergée de ce désert. Depuis 2000 ans, l'entrée du bassin d'Arcachon est obstruée par d'énormes bancs de sable apportés par les courants descendants depuis l'estuaire de la Gironde le long des côtes du Médoc et qui à leur tour nourriront la dune du Pilat. Ces bancs de sable ont une durée de vie
grosso modo qui va de 80 à 120 ans. C'est en mouvement tout le temps, donc le banc d'Arguin qui est là aujourd'hui tel que vous le voyez, si vous revenez l'année prochaine, il n'aura pas du tout la même forme. Classé réserve naturelle en 1972, le banc d'Arguin est en effet un lieu très prisé par les oiseaux migrateurs de tout poil, notamment la sterne kojek, qui vient s'y reproduire par milliers. Alors c'est effectivement cet oiseau qui est à l'origine de la création de la réserve, parce que quand les sternes ont décidé de venir pour la première fois sur le banc d'Arguin pour se reproduire, c'était en 1966, le banc d'Arguin n'était pas encore une réserve naturelle, et des personnes mal intentionnées se sont amusées avec les œufs de ces pauvres volatiles, et ont fait en fait des batailles d'œufs. Et c'est ce qui a motivé la création d'une réserve naturelle ici même sur le banc d'Arguin. Le banc d'Arguin est accessible librement, à condition de respecter certaines règles. Bonjour messieurs, dames. Police de l'environnement. On vient vous voir par rapport à la nouvelle réglementation de la réserve depuis le 10 mai. Donc sachez que tout mobilier et équipement de quelque nature que ce soit sont interdits. Mobilier, équipement. Donc ça va du filet de volet jusqu'au parasol, en passant par les tables et chaises. On va relever votre immatriculation, ça veut dire qu'on a eu un échange avec vous et qu'on vous a sensibilisé à cette nouvelle réglementation. On vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre compréhension, au revoir. Durant la belle saison, les gardes de la réserve sont aidés par des bénévoles. Salut. Salut Jean. Ça va? Ouais. Bon, on a eu une belle journée hier. Hein. Ouais, avec du monde. Hein. Oui, il y a eu du monde. Ces Robinson volontaires consacrent leur journée et leur nuit au respect de la tranquillité de la colonie de Sterne. Alors là, ça sert en quelque sorte de logement pour nos équipes d'éco-volontaires qui viennent ici pour faire des suivis scientifiques et l'accueil du public à la belle saison. On passe 15 jours en autonomie sur ce banc, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, on est le soir, le matin, on est seul, on part de bonne heure, à l'aube, on s'en va pour aller jusqu'à la colonie de Sterne. C'est parti. C'est un petit peu un porte-avions, hein, le banc d'Arguin et le bassin d'Arcachon. Au cours des migrations, les oiseaux s'arrêtent ici, refont un petit peu quelques ressources en nourriture et repartent le long de leur voyage. Et donc c'est vraiment un lieu sur lequel il faut être extrêmement prudent. C'est unique en Europe. Ça vaut le coup de préserver ce joyau. 400 espèces d'oiseaux vivent ou transitent par le bassin d'Arcachon. Le banc d'Arguin, à lui seul, en voit passer 200 par an. Là, ma belle, là. Pas trop chaud, hein? Pas trop chaud ce matin, ma belle? Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël. Ça va? Très bien. Je t'embrasse. Oui. Même avec le casque? Oui. Comment vas-tu? Très très bien. Je t'ai vu tout à l'heure Oui. avec les chevaux. Oui. Ça faisait longtemps que tu étais là? Depuis 4h30 du matin. C'est ça. Comme tous les matins en été. D'accord. Chaleur oblige. Ouais. Les chevaux sont des animaux fragiles. Ouais. Ils n'aiment pas la chaleur. Voilà. Et t'as combien de chevaux ici? 52 aujourd'hui. 52? Oui, elle est gentille. Hein. Elle est magnifique. Ouais. Pour ce matin, c'est léger. D'accord. C'est-à-dire que les chevaux font seulement ce qu'on appelle un galop de chasse, c'est-à-dire une vitesse réduite au galop. Tout le monde sort en même temps, c'est très important. Ça s'appelle un string, on est les uns derrière les autres et les chevaux se suivent. C'est très important et puis pour l'organisation du travail aussi. Et ils sortent combien de temps? Ils sortent minimum 1 heure. 1 heure sur 24 heures. Voilà. Ça paraît peu, mais pour l'entraînement d'un cheval de course, ce qui est important, c'est de concentrer toute l'énergie pendant toute la journée pour pouvoir la libérer le jour des courses. Donc le seul moyen de concentrer cette énergie, c'est de conserver le cheval tranquille dans son box. Et il y a une course aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une course. Et j'ai la chance d'avoir un partant dans le quintet
qui est une des courses les plus importantes de l'après-midi, médiatisée dans la France entière. C'est à quelle heure 13h47, très exactement. D'accord, donc à 13h47, on sera de l'autre côté pour voir la course. Exactement. Tu as commencé le métier d'entraîneur il y a combien de temps? Officiellement 1 an et demi et officieusement 2 ans passés. J'ai commencé dans ce métier-là par être cavalière. Ouais. Voilà. Pendant 31 ans, j'ai partagé la vie de mon mari entraîneur et j'ai été sa collaboratrice, mais à cheval. Voilà. À son décès, pour essayer de continuer son œuvre, qui était toute sa vie. Je suis donc retournée sur les bancs de l'école à l'âge où beaucoup passent à la retraite. Et au bout de 5 semaines, j'ai donc eu le résultat de l'examen qui m'a octroyé la licence d'entraîneur. C'est étonnant, il faut une volonté quand même à 60 ans de reprendre le flambeau. C'est pas de la volonté, c'est pas du courage, c'était la seule solution que j'ai trouvée pour continuer à vivre, sans lui. Et pour aussi continuer son œuvre. Voilà. Ah ben viens, je vais te montrer une jument relativement exceptionnelle. Elle a gagné l'année dernière le week-end de l'Arc de Triomphe. Elle a gagné donc à Chantilly. Et elle a gagné la grande course des 4 ans. Elle a été devant à 1000 à l'heure. Elle avait 30 longueurs d'avance au château en face. Ça, c'est une championne. T'as une relation personnelle avec chaque cheval? Oui, parce qu'ils ont chacun une personnalité. Il n'y a pas un cheval identique. Il faut qu'ils se sentent bien. Il faut qu'il ait envie. Moi, je préfère donner envie que de contraindre. Je trouve qu'on obtient de bien meilleurs résultats, puis c'est bien plus agréable de donner envie, de voir des gens et des chevaux qui aiment ce qu'ils font. Un cheval qui est content d'aller courir, qui est content de se battre contre un autre. À qualité égale, celui qui va gagner, c'est celui qui aura envie. C'est pas celui qui aura été robotisé pour gagner. Si c'est à qualité égale ou sensiblement égale, celui qui va mettre le dernier coup de rein, c'est celui qui a envie de se battre et de gagner. Elisabeth, tu es de toute beauté. Il y a comme un écart entre l'entraînement et les courses. C'est le côté de la compétition, le côté de l'événement, et puis vis-à-vis de nos propriétaires, on se doit d'avoir une tenue moins négligée que le matin, enfin moins sportive que le matin. Ah ben voilà Jean-Bernard Ekem, donc je vais te le présenter. C'est donc le jockey qui monte notre cheval aujourd'hui. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ça va bête. Ça va bien. Tu connais le cheval que tu vas monter ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai gagné déjà 2-3 fois avec. 3 fois? 3 fois. Ouais. 3 courses avec. Parce que c'est vrai qu'autour du bassin, on est plus pêcheur que jockey. Tout à fait. Mon papa, il était marin-pêcheur sur le bassin. Ma grand-mère était poissonnière, mon oncle il est ostréiculteur. Donc moi, ils sont plus du côté de la mer. Moi, j'étais vraiment pas destiné à être dans les courses. L'essentiel, c'est que tu gagnes. Et on va voir combien je mise sur toi. Je te rembourse pas, je te préviens. D'accord. Mais un tout petit peu. Ou sinon, on fait un pari avec Elisabeth, juste comme ça pour... Je te paye un verre avec grand plaisir. D'accord. Bon, on sauve des verres après, suivant le résultat de la course. Et même 18. Ah bah, avec plaisir. Mais sur le bassin. Quand même. Bon, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Jean-Bernard. T'as pas envie de s'arrêter, hein? Je sais, il n'y a pas de problème. Ah, cool, on est là, on assure. Hop, c'est parti. Ça va là? Non, il n'est pas devant. Ah oui, il n'est pas devant.
Alors un petit débrief parce qu'il y a une déception, forcément. Forcément. Chaque fois qu'on a un cheval qui n'est pas à l'arrivée, on est toujours déçu, parce que si on l'a engagé dans cette course-là, c'est qu'on pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Ouais. Donc forcément, c'est une déception. Je suis impressionné par l'intensité de la course. Et toi, tu te vois continuer encore longtemps le métier d'entraîneur? Moi, je ne me vois pas arrêter tant que les gens auront la gentillesse de me faire confiance, de me confier des chevaux. Je n'aurai jamais envie d'arrêter. En tout cas, merci parce que j'ai eu du mal là-dessus de temps en temps. Tu es au pas de course à chaque fois. C'est ça mon entraînement. Ça. Et on sent que tu motives tes équipes, que tu es vraiment à fond. Ça, c'est important. Ouais. Je suis là, je dois être le chef, je dois mettre mon casque, je dois l'attacher, je dois être le chef, je dois tout montrer, tout l'exemple. Mais tu donnes une énergie vraiment incroyable. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc je t'embrasse, je te remercie pour cette journée. Merci Raphaël. C'était un plaisir partagé. Ouais. Traditionnellement, le concours hippique de la teste de bûche est toujours l'occasion pour les élégantes de montrer leur plus beau chapeau. Mesdames, eh ben, merci. Il faut dire qu'Arcachon est depuis 1860 une destination prisée des grands de ce monde. Chaque semaine, Christiane revêt elle aussi les atours des élégantes du 19e siècle pour emmener ses visiteurs faire un tour dans le passé de cette ville thermale voulue par Napoléon III. Bonjour messieurs, dames. J'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui à travers le temps dans une découverte de la ville d'Hiver. La ville d'Hiver, le nom donné à ce quartier de la Teste de Bûche lorsque la station thermale d'Arcachon a vu le jour en 1862. Alors que la vogue des bains de mer connaît un grand développement, une clientèle aisée vient se prémunir ici des rigueurs de l'hiver. Alors le tout Paris, mais le tout Europe même, les rois, les reines, les barons, les duchesses, toute personne qui était en vue se voyait ici passer quelque temps. Ah ben, voici un autre personnage de la vie d'hiver qui est tout à fait surprenant. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la Goulue. Mais toi, je te connais, mon petit Vicky. T'as déjà vu? T'es venu avec ta bourgeoise? Vous connaissez Riton? Non. Toulouse-Lautrec. Il supportait pas les vêtements. Donc, quand il venait à Arcachon, qu'est-ce qu'il faisait? Il se trimballait tout nu sur la plage, vous voyez le genre. Du coup, les gars du Grand Hôtel en bas, ils avaient fait une grande allée avec des toiles tendues pour pouvoir se promener tout nu pour aller dans l'eau. Et du coup, ils dessinaient sur les toiles. Et les gens du coin, il y en a, ils ont gardé les toiles. Ils sont très riches maintenant. Puis il y en a d'autres, ils ont allumé leur cheminée avec. Eux, ils sont pas riches du tout. La déambulation se poursuit à la découverte des belles villas ponctuées de rencontres avec d'autres illustres visiteurs du bassin comme Coco Chanel. Ou encore la grande tragédienne Sarah Bernard, qui elle aussi a passé beaucoup de temps dans la région. Arcachon doit son essor à la volonté du maire et du curé de la Teste de Bûche de créer une ville nouvelle, accessible par le train pour permettre à une riche clientèle de venir séjourner avec famille et domestiques dans les villas cossues dessinées par les deux frères Pereire. Ce premier maire choisira lui-même la devise d'Arcachon. Hier, désert, aujourd'hui village, demain cité. Si la plupart des villas historiques sont totalement privées, certaines sont malgré tout accessibles au public. Artoile, on va préparer le cocktail de bienvenue. Hein, on va tout mettre sur le plateau. C'est le cas de la Villa Tosca à Lanton, transformée en de luxueuses chambres d'hôtes. Donc voici notre suite La Vue, qui est l'une de nos plus belles suites de la villa, avec une vue à 360 degrés sur le bassin d'Arcachon, les pieds dans l'eau. Construite en 1903, la Tosca, située tout au fond du bassin, est considérée comme l'un des meilleurs exemples des villas arcachonnaises. À l'origine, ce type d'architecture, très normand, provient d'une volonté de Napoléon III de créer un nouveau Deauville dans le sud-ouest. Les clients que nous recevons sont des clients assez fortunés, qui ont l'habitude des plus grands hôtels, des plus grandes tables. L'ADN de la villa reste le comme à la maison avec un service d'exception. Aujourd'hui, le nouvel Eldorado du bassin se trouve en face d'Arcachon, au Cap Ferret. Au premier abord, rien ne semble indiquer qu'ici, les villas bien cachées sous le couvert des arbres sont les plus chères de la région. Voilà, on arrive sur le site des 44 hectares.
Laurent Maupil vit ici et a longtemps été un élu du Cap Ferret. Il en connaît les secrets et recoins cachés. Là, on voit toute la signification de l'expression « vivons cachés, vivons heureux ». Elle a une petite histoire un peu particulière puisqu'elle a été sur les grands écrans, puisque ça a été la villa qui a été utilisée pour les petits mouchoirs de Guillaume Canet et qui a eu un succès en salle. Cet esprit de villa cabane a séduit des vedettes du show business ou des affaires souhaitant rester discrets. Le Cap Ferret, c'est l'anti-Saint-Tropez. Le seul endroit où l'on a une chance d'en rencontrer, c'est encore au restaurant chez Hortense, une véritable institution. Même les gens connus viennent avec leurs enfants, leurs familles, et pour transmettre aux générations d'après cet esprit toujours de famille et de nature. En fait, du temps de mon arrière-grand-mère, c'était les bobos de l'époque qui fuyaient les cours européennes qui étaient installées à Arcachon et qui voulaient de la nature et du sauvage. Et le meilleur exemple, les Cocteau à Piquet. Ils vivaient ici comme en Afrique, c'était fabuleux sûrement à cette époque-là. Avec peu d'hôtels, de camping ou de boîtes de nuit et aucun terrain constructible à vendre, le Cap Ferret restera pour longtemps un havre de paix pour privilégiés. Salut. Salut Marco. Ça va? Comment vas-tu? Ouais, très bien. C'est une blague. Je peux pas te dire bonjour sérieusement avec cet accoutrement. Il y a de belles descentes sur le bassin d'Arcachon. Ouais, il y a une dune. Exactement, il y a une dune, mais là c'est encore un autre coin. Si ça te dit, il faudrait qu'on y aille assez vite pour resté dans les bonnes conditions. Pour pas que la neige fonde, c'est ça? Exactement, ouais, on pourrait parler de ça. Donc faut partir maintenant? Oui, faut partir maintenant, ouais. D'accord, je finirai mes cartes postales plus tard. Je te suis. Ça marche. T'es savoyard ou t'es du bassin d'Arcachon? Vraiment du bassin. Ouais. Et c'est vrai que j'ai adoré, dès mes premiers contacts avec la montagne, j'ai adoré le ski. Et il a fallu que je trouve un moyen de pouvoir continuer à skier l'été, parce que j'étais beaucoup trop impatient d'attendre tout l'été pour pouvoir refaire du ski. Et donc ça avait commencé avec la dune, mais le sable après, il faut dire que ça freine quand même un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cet autre endroit où je vais t'emmener. Qui reste encore un peu secret. Exactement, qui est beaucoup plus secret, où on est tranquille et nous y voilà. Il nous restera une petite montée. Ouais. Et après, on est bon. C'est quand même complètement surréaliste. On n'a pas les peaux de phoque encore, mais... Non. Elle est où la piste? Elle est juste là-bas, derrière la butte. D'accord. Je vois qu'on n'est pas les seuls. Non, il doit y avoir une amie qui nous attend en bas. Et donc voici la fameuse piste de ski d'Arcachon. Si je comprends bien le concept, c'est que tu skis pas sur du sable? Non. Mais sur des aiguilles? Exactement, sur le grépin. Le grépin, c'est le patois local, ça désigne justement les aiguilles de pin. D'accord. Et ça glisse bien, ça? Et ça glisse super bien, quasiment aussi bien que la neige. Voilà. Ça va vite? Aïe. Raphaël, je te présente Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Raphaël. Qui est membre de l'association qui s'occupe de la piste. Et vous skiez? Parce que j'ai vu une paire de skis un peu... Je skiote. Ah, de temps en temps quand même. Je skiote de temps en temps pour faire vivre le site. Oui. Voilà, parce que quand les gens passent et qu'ils voient quelqu'un skier, ils trouvent ça unique. Vous devez être quand même heureuse de voir qu'il y a des jeunes comme Marco qui reprennent le flambeau. Absolument, absolument. Mais il faudrait qu'ils soient plus nombreux. Et ça a commencé en quelle année cette Alors, le cette ski piste? club en 38, le ski club arcachonnais.
avec environ 600 à 750 adhérents. À la grande époque de cette piste, il y avait un loueur de ski, il y avait une buvette, il y a même eu une remontée pendant un temps. C'était comme une mini-station. Je vous remercie de m'avoir fait découvrir cette piste de ski au pied du bassin. C'est inattendu et heureusement qu'il y a des résistants comme vous qui font vivre ce Mamie, c'est de la patrimoine. résistance. Merci Dominique. Je vous embrasse. Allez. Merci. Merci. Je vais faire quelques pistes encore. D'accord. Ça y est, t'es chaud? Ouais, ça va. Attends 2 secondes. Hop. Pour la première descente. Ok, les tickets, ça slalom et ça finit en touchousse. Allez. Ouh. Allez, c'est parti. Alors, qui organise la fête ce soir? Alors, c'est Quentin, avec son collègue Victor, 2 ostréiculteurs qui travaillent ensemble. Et là, on rejoint leurs 3 petites cabanes sur le port de la Teste. C'est des cabanes qui appartenaient à la famille. Ils ont repris l'affaire. Donc c'est la pendaison de crémaillère. Voilà. On là, ouvre les cabanes. Exactement. On arrive pour la petite inauguration. Donc au programme, il y a dégustation d'huîtres, de vin blanc, de rosé. C'est étonnant. Ouais, exactement. Moi, je pensais que c'était une soirée raclette. À la tienne, Marco. À la tienne, Raphaël. On l'a mérité. On l'a mérité, ouais. Une belle journée, en tout cas. Ouais, ça restera dans les annales quand même, faire du ski sur des aiguilles. Mais heureusement, à la fin, les huîtres du bassin. Voilà, en remerciement. Voilà. Parfait. Ça, c'est classique, quoi. À chaque fin de journée, les huîtres du bassin, c'est mes dernières du voyage. Et puis c'est top comme ça qu'une nouvelle génération comme Quentin reprenne Exactement. Le flambeau et continue cette culture. C'est génial de voir des jeunes arriver dans ces métiers qui ont tendance à être un peu délaissés à la longue. Ouais. Mais c'est aussi la force du bassin. Ouais. Je trouve. Qui renouvelle sa jeunesse, renouvelle les personnes. Moi, j'ai croisé Sylvie, j'ai croisé Eneco, Quentin, toi, toute cette jeunesse comme ça qui reprend le flambeau, qui aime sa région. Qui aime la région, exactement. Et qui lui donne un nouveau souffle. C'est aussi la force, parce qu'au-delà de la carte postale, c'est des hommes et des femmes qui, toute l'année, sont passionnés et protègent cet environnement extraordinaire. C'est ça. Et c'est grâce à eux que c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais. Marco, je profite encore une dernière fois des huîtres, du vin, des paysages, du coucher de soleil. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles échappées belles à partager ensemble ici en France ou ailleurs dans le monde. À très bientôt. Ciao. Allez, cul sec. Bim. Bim. Merci Marco. Avec plaisir. Elles sont excellentes.